Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Vous êtes économiste, fondateur du collectif Les Économistes Atterrés et membre également du conseil scientifique d'Attaque. Vous êtes auteur notamment d'un livre qui vient de paraître, Libérer le travail, pourquoi la gauche s'en moque et pourquoi ça doit changer, qui est paru au Seuil. On va parler ensemble d'inégalité et on va parler ensemble de Marx et de son héritage. Commençons avec cette question des inégalités. Il y a quelques semaines, il y a un nouveau rapport, le rapport 2018 sur les inégalités mondiales, coordonné par un certain nombre d'économistes et dont Thomas Piketty, qui est paru au Seuil. C'est le fruit d'un travail d'une centaine de chercheurs qui sont appuyés sur la base de données mondiale sur les patrimoines et revenus. Ce qu'il montre, c'est que si la pauvreté recule au niveau mondial, les inégalités, elles demeurent et même s'aggravent à l'intérieur de chaque pays, à des rythmes différents, peut-être qu'on y viendra. Et ce que montre le rapport, mais également beaucoup d'autres travaux, c'est que les inégalités économiques sont en grande partie le résultat de l'inégale répartition du capital. Le capital, justement, c'est le grand ouvrage de Karl Marx, publié en 1867. Il y a consacré quasiment 20 ans de sa vie. Il y fournit une contribution absolument essentielle sur la dynamique des inégalités et sur leur devenir. Alors, quelles sont selon vous les racines de cette inégale répartition du capital et surtout, en quoi les travaux du philosophe et théoricien de l'économie politique vous semblent-ils aujourd'hui encore pertinents pour analyser les inégalités contemporaines, Thomas Coutreau ? Oui, ce qu'il y a d'assez fascinant quand on relit les travaux de Marx sur la dynamique immanente du capitalisme, c'est qu'il avait très bien vu dès le milieu du 19e siècle le caractère, pour ainsi dire, inéluctable de l'accroissement des inégalités sous le capitalisme. Quel est le mécanisme que Marx met en évidence dans le Capital, mais même avant, qui est à la racine de cet accroissement des inégalités? C'est la concentration du capital. Et Marx, peut-être un des acquis majeurs de sa pensée, c'est de montrer comment, à travers le mécanisme de la concurrence, au début la concurrence, a priori, c'est entre de multiples capitaux, de multiples petits entrepreneurs qui prennent des initiatives sur des marchés décentralisés et qui se font concurrence pour remporter les marchés, pour gagner, pour attirer les clients. Eh bien, à travers ce mécanisme de la concurrence, se met en place un système dans lequel progressivement et à travers toute une série de crises périodiques, ce capital va être amené à se concentrer de plus en plus dans un nombre de plus en plus restreint de mains. Et si on regarde l'histoire du capitalisme depuis le milieu du 19e siècle, c'est une histoire continue de concentration du pouvoir économique dans des mains de moins en moins nombreuses. Donc il avait vu l'essentiel, c'est-à-dire 1, le creusement des inégalités, et 2, le fait que le capitalisme était un système qui portait en lui des crises, et qu'à chaque crise, on allait avoir une concentration du capital. L'essentiel était là. Oui, je crois que c'est vraiment l'apport principal de Marx, c'est cette vision dynamique du capitalisme comme un système menant inéluctablement à la concentration, à l'accroissement des pouvoirs et des inégalités. Et pourtant, quand on regarde les choses, et je reviens sur le rapport 2018, on voit que la pauvreté recule au niveau mondial, mais que les inégalités s'aggravent à l'intérieur des pays à des rythmes différents, sachant que globalement, peut-être qu'on y reviendra, c'est en Europe qu'elles sont les mieux contenues. Mais il y a des pays, c'est vrai, dont on aurait pu penser que les régimes, en théorie en tout cas plus égalitaristes, auraient mieux résisté à l'aggravation des inégalités. Je pense par exemple à la Chine, et pourtant il en est tout autrement. Alors quels sont les éléments qui finalement expliquent ces différences ? Finalement, pourquoi certains pays parviennent mieux à freiner les inégalités, Thomas Coutreau ? Il y a même eu des périodes du capitalisme au cours desquelles les inégalités ont diminué. Tout le milieu du 19e siècle, entre 1914 et 1945, à l'occasion d'ailleurs de 2 grandes guerres mondiales. Il a fallu 2 grandes guerres mondiales pour que les inégalités de patrimoine et de revenus diminuent sensiblement dans le capitalisme mondial. Et donc, il y a des périodes historiques où les inégalités peuvent diminuer sous l'influence d'événements politiques majeurs, que ce soit des guerres, des révolutions. Mais je dirais en période normale, c'est-à-dire en régime de croisière, le capitalisme, effectivement, accroît inéluctablement les inégalités. À des rythmes différents, parce que, bien sûr, la politique joue un rôle, et les acquis que, par exemple,
les travailleurs des pays scandinaves ont pu, dans les années 60-70, conquérir en matière de droit, en particulier de droit du travail, de droit dans l'entreprise, de droit à la codétermination dans l'entreprise. Ces acquis en Scandinavie ont pu, par exemple, freiner considérablement l'accroissement des inégalités. Aujourd'hui, les pays scandinaves, même si les inégalités s'y aggravent, elles s'y aggravent moins vite que dans, par exemple, les pays anglo-saxons, et elles demeurent beaucoup plus modérées que dans la plupart des autres pays du monde. Cependant, même dans les pays scandinaves, on a un phénomène d'accroissement des inégalités. Alors, on peut convoquer Marx, mais on peut aussi convoquer d'autres figures pour peut-être leur apporter la contradiction. Et je pense notamment à un autre économiste qui a apporté des informations essentielles lui aussi sur les inégalités, c'est Simon Kuznets, qui est un économiste statisticien américain, prix Nobel d'économie en 1971. Il a réalisé des travaux sur la relation entre croissance économique et degré des inégalités dans la répartition des revenus. C'est des travaux qui ont été publiés il y a maintenant plus de 60 ans, en 1955. En gros, il décrit une courbe en 3 phases. Je vais essayer de l'expliquer rapidement et facilement. D'abord, on a l'intensité des inégalités qui s'aggrave avec la croissance du PIB. Et puis ensuite, on a une autre phase où elle se stabilise. Et puis enfin, une troisième phase, un troisième temps, où là, les inégalités diminuent progressivement. C'est ce qu'on appelle la courbe de Kuznets. C'était plutôt une bonne nouvelle parce que ça voulait dire qu'à partir d'un certain niveau d'enrichissement, les inégalités baissaient. Et d'ailleurs, quand on regarde un peu l'histoire, ça a plutôt bien fonctionné. Mais ça a bien fonctionné pendant un temps. Et puis il y a un moment où ce principe-là, sa courbe-là, a été mise à mal. Alors à partir de quand et pourquoi ? Très clairement, à partir du début des années 1980, avec la révolution néolibérale, ce que décrivait Kuznets, en fait, c'était pas du tout une loi historique générale. Ça retraçait l'effet de la victoire de la révolution russe en 1919 et des conquêtes des mouvements ouvriers dans les décennies suivantes, qui avaient amené effectivement dans les pays du capitalisme développé une nette réduction des inégalités, à quoi s'ajoutaient les guerres mondiales qui avaient détruit une masse énorme de capital et donc réduit les inégalités de fortune. Mais dès les années 1980, les élites internationales, et en particulier en commençant par les États-Unis et la Grande-Bretagne, ont mis en place la révolution néolibérale qui consistait à faire sauter toutes les entraves à l'accumulation des richesses privées, et notamment la fiscalité sur les hauts revenus et sur le capital qui a été démantelée à partir du début des années 1980, ce qui a donné lieu effectivement dans les années suivantes et dans les décennies suivantes jusqu'à aujourd'hui à une explosion des inégalités qui continue aujourd'hui avec, on voit les récentes mesures fiscales d'Emmanuel Macron qui vont toujours dans le sens de la réduction des impôts sur le capital. Mais et sur est-ce les que hauts c'est revenus. pas dû aussi à une montée en puissance de la financiarisation de l'économie ? C'est ce qu'ont l'air de dire en tout cas un certain nombre d'observateurs. Bien sûr. Le démantèlement de la fiscalité sur les hauts revenus. Vous savez, au sortir de la Deuxième Guerre mondiale, l'impôt sur le revenu sur les tranches supérieures était de 94% aux États-Unis. Donc c'était confiscatoire, ça permettait d'éviter un accroissement incontrôlé des inégalités. À partir du moment où on a commencé à démanteler cette fiscalité sur les hauts revenus, le capital s'est gonflé, pour ainsi dire, de lui-même, et la libéralisation des mouvements de capitaux au début des années 80 et toute la financiarisation des entreprises au cours des années 90 et 2000 ont amené un développement sans précédent de la sphère financière et une accumulation de capital financier absolument colossale. C'est peut-être ce qui a aussi tué ces principes de Kuznets, cette courbe de Kuznets. Revenons à la question de la fiscalité que vous évoquiez, parce qu'évidemment, pour lutter contre les inégalités, pour organiser une meilleure répartition des richesses, il y a plusieurs outils, mais le premier d'entre eux, c'est bien sûr les impôts. Alors, est-ce que vous voyez-vous des initiatives fiscales particulièrement notables qui ont permis de diminuer significativement les inégalités et qui pourraient constituer, disons, un modèle à suivre ? Et puis, peut-être regardons aussi ce que Marx aurait pensé de tout ça. Essayons de voir quelle théorie fiscale il envisageait et pourquoi pas, si on lui demandait aujourd'hui ce qu'il préconiserait, eh bien, qu'en serait-il ? Oui, alors il n'y a pas tellement de mystère. On sait les outils et les instruments fiscaux qui permettraient de réduire les inégalités. C'est un impôt sur le revenu fortement progressif. Il n'y a pas tellement de secret, tout le monde n'est pas d'accord avec ça. Tout le monde n'est pas d'accord pour les mettre en œuvre. Par contre, les outils sont bien connus. Non, tout le monde n'est pas d'accord là-dessus. Alors, sur un outil,
une taxation des revenus progressive et une taxe sur le capital, donc une taxe annuelle sur le capital, comme par exemple celle que propose l'équipe de Thomas Piketty, une taxe de l'ordre de 1% par an sur l'ensemble des capitaux, aurait un effet certainement important pour commencer à réduire les inégalités. Mais je dirais que peut-être du point de vue de Marx, ce qui est le plus important, ce n'est peut-être pas la question de la fiscalité. Marx, et c'est ça l'originalité de son analyse, analyse bien la racine de l'essor des inégalités dans la question de la propriété des moyens de production. Or, aujourd'hui, ce à quoi on assiste, alors c'est une des faiblesses, il me semble, des travaux de l'équipe de Thomas Piketty, c'est qu'ils sont peu concentrés sur la question de la propriété des moyens de production, et en particulier du contrôle des entreprises. En fait, ce qui est le point clé, je crois, dans l'évolution du capitalisme contemporain, c'est cette concentration sans précédent de la propriété des entreprises. Il y a une étude de trois mathématiciens de l'Institut fédéral de technologie de Zurich qui est tout à fait fascinante. Ils ont analysé une énorme base de données qui regroupe 37 millions d'entreprises, 43 000 firmes multinationales. La plupart des entreprises du monde sont dans cette base de données. Et ils ont montré par une analyse statistique extrêmement précise que 147 entreprises, surtout des banques, contrôlaient 40% de l'ensemble de la richesse créée par les entreprises dans le monde. Donc 147 entreprises, c'est très peu de choses par rapport aux 37 millions d'entreprises qui existent dans le monde, de grandes entreprises. Hein. Eh bien, on a un degré de concentration de la propriété dans les mains de quelques têtes de groupe et de l'industrie bancaire qui est absolument hallucinant. Et je ne crois pas qu'on puisse... Ce qu'avait prévu Marx, une fois encore. C'est tout à fait dans les... Et alors justement, Thomas Coutreau, et je voudrais en revenir à Marx, mais en regardant évidemment le monde d'aujourd'hui. Au début de l'année, l'économiste Patrick Artus, que vous connaissez bien sûr, qui est directeur de recherche et des études pour la banque Natixis, qui n'a pas véritablement les mêmes positions que vous, publiait une note qui n'est pas passée inaperçue dans le monde des économistes, dans laquelle il affirme que certaines prédictions de Karl Marx étaient fondées, notamment concernant les baisses de rendement du capital des entreprises et les conséquences en termes de diminution des salaires et la survenue de crises financières. Et puis par ailleurs, il a également écrit un ouvrage récent, Et si les salariés se révoltaient, qui est paru chez Fayard, dans lequel il explique que Marx avait raison, ce qui est quand même apparu comme un petit peu étonnant lorsqu'on connaît les positions, disons, plutôt libérales de Patrick Artus. Est-ce que ça veut dire que, eh bien, malgré les divergences, il existe un consensus aujourd'hui dans la communauté des économistes sur les travaux de Karl Marx et sur la pertinence des modèles prédictifs qu'il a proposés ? Oui, alors, moi je dirais que c'est assez amusant. Vous souriez. C'est assez amusant parce qu'effectivement, Patrick Artus est capable parfois d'avoir des éclairs de lucidité et de reconnaître l'évidence, c'est-à-dire que ce que racontait Marx il y a un siècle et demi est parfois assez prémonitoire de ce que nous vivons aujourd'hui. Bon, malheureusement, après, il va soutenir la politique économique d'Emmanuel Macron et la suppression de l'impôt sur la fortune. Donc on ne voit pas forcément très bien la cohérence entre tout ça. Non, je pense que... Non, mais il reconnaît l'efficacité du modèle prédictif de Karl Marx. Ah oui, non, mais bien sûr. Mais si vous voulez, ce qui est fascinant chez un certain nombre d'économistes aujourd'hui, c'est qu'ils sont tout à fait d'accord pour vous dire que Marx avait raison, mais tout à fait aussi d'accord pour appliquer des mesures de démantèlement du droit du travail et des protections sociales et d'accroissement des inégalités, parce qu'au nom de l'idée que ça va... la théorie du ruissellement, vous savez, les riches devenant plus riches, ça va provoquer... Ça n'existe pas, la théorie du ruissellement. Bon, c'est malheureusement une plaisanterie. Enfin, c'était la théorie déjà de Reagan il y a une quarantaine d'années. Le résultat aux États-Unis, c'est un effondrement du pouvoir d'achat des 20% des ménages les plus riches et une envolée absolument jamais vue de la richesse et du pouvoir des... Non, mais on comprend de quoi il s'agit, mais la théorie du ruissellement, il n'y a jamais eu de théorie du ruissellement. Il n'y a pas d'économiste qui a développé une théorie du ruissellement. Mais peut-être faisons un tout petit peu... Il n'y a pas de théorie du ruissellement, ça n'existe pas. Il y a énormément en tout cas d'économistes qui ont justifié le fait qu'en rendant les riches plus riches, on allait favoriser la croissance économique. Oui. Ça, c'est ça la théorie du ruissellement. Absolument, mais sauf que la théorie du ruissellement, ce vocable-là, cette formule-là n'existe pas. Mais peu importe, en tout cas, Thomas Coutreau,
Couteau, je voudrais qu'on fasse un tout petit peu de pédagogie et je reviens à ce que expliquait Patrick Artus dans sa note. Ce qu'il disait, c'est que la dynamique actuelle du capitalisme est bien celle prévue par Marx et il y démontre la réalité décrite par le philosophe allemand concernant l'une des contradictions fondamentales du capitalisme et qui peut être aussi l'un de ses moteurs, ce qu'on appelle la baisse tendancielle du taux de profit. C'est l'une des lois du capitalisme peut-être les plus contestées, notamment par les libéraux, et pour cause, puisque c'est une loi qui montre qu'en réalité, le capitalisme est intrinsèquement porteur de crise. Est-ce qu'on peut faire un peu de pédagogie et expliquer ce qu'est la baisse tendancielle du taux de profit ? Et est-ce qu'on peut dire aujourd'hui avec certitude qu'elle est juste ? Alors moi, je crois justement c'est un des aspects de la théorie de Marx qui s'est révélé erroné. Et d'ailleurs, je ne vais pas rentrer dans le détail pourquoi ça s'est révélé erroné, parce que c'est assez technique. Ça tient à son pronostic sur l'évolution relative de la composition organique du capital et du taux de plus-value. Donc ça nous emmènerait dans des choses un peu compliquées. Mais le fait est, si on regarde simplement les séries macroéconomiques depuis une vingtaine d'années, qu'on a plutôt une augmentation. Une tendance à l'augmentation du taux de profit et maintenant à le maintien du taux de profit à un niveau élevé. Par contre, ce qui est tout à fait fascinant et spécifique dans la situation actuelle du capitalisme, c'est que malgré ce taux de profit historiquement élevé, on a un taux d'investissement historiquement faible et un taux de croissance historiquement faible. On a un taux de croissance qui ne dépasse pas 1,5 à 2% en moyenne dans les pays capitalistes développés. Donc c'est ce paradoxe d'un taux de profit très élevé et d'un taux de croissance, d'un taux d'investissement historiquement faible, qui est particulièrement intéressant à creuser. Et une étude récente publiée par le National Bureau of Economic Research américain, une étude notamment de Thomas Philippon, un économiste français, explique pourquoi on a cette situation d'investissement faible, de croissance faible, malgré un taux de profit élevé. Et il y a deux raisons principales qui ressortent des données analysées par Thomas Philippon. Deux explications principales. La première, c'est la concentration du capital. Une fois de plus, on y revient. La concentration du capital qui réduit la concurrence et qui autorise les grandes entreprises à ralentir le taux d'investissement. Et puis la deuxième, c'est la financiarisation qui induit un court-termisme et une tendance des grandes entreprises, plutôt qu'à investir dans le capital productif, à racheter leurs propres actions pour faire monter les cours de leurs actions en bourse. Donc un phénomène de phagocytation des profits par le capital financier dans un but uniquement de spéculation boursière. C'est tout à fait fascinant de voir que ces éléments qui sont vraiment très profondément ancrés dans la théorie de Marx sont confirmés par des études macroéconomiques modernes. Oui, c'est-à-dire que l'augmentation du rendement du capital, il s'explique non pas par une meilleure productivité du capital, mais par une compression des salaires, déjà ce qu'avait vu Karl Marx, pour sauvegarder et maintenir les profits à la hausse. Mais le problème dans ce genre de scénario, et là aussi Karl Marx l'avait un peu prévu, c'est que le capital mise sur un autre levier qui est la spéculation. Et là aussi, c'est ce qu'on est en train de voir, c'est ce que vous nous expliquez. On vous retrouve dans quelques minutes, une vingtaine de minutes, Thomas Coutreau. On continue de parler d'inégalité mondiale et de Marx.